Alors, j'ai choisi en fait d'adopter un angle d'approche précis. Je vais aborder le transhumanisme à l'aune de l'éthique des vertus, qui est une éthique aristotélicienne, en fait plus largement une éthique antique, et tout particulièrement en raison des rapports spécifiques que ce type d'éthique entretient avec les techniques et notamment la technique de la fabrique du caractère. Et donc, cette communication aura des liens, en fait, vous le verrez, avec la communication précédente, à savoir la communication de Cecilia Calero. Voilà. Alors, selon des approches philosophiques comme l'éthique des vertus, où on parle parfois de perfectionnisme moral, le bonheur est la visée de la vie morale et peut être compris en termes d'accomplissement de soi par l'individu, qui se trouve être l'artisan, celui qui va fabriquer son propre caractère et qui va par conséquent porter la responsabilité morale de ses propres actions. La médecine améliorative, et plus particulièrement les neurotechnologies, sont susceptibles d'augmenter les capacités humaines en termes de développement et de maîtrise des émotions, capacités qui jouent un rôle dans l'accomplissement de soi, dans l'édification du caractère et plus largement dans la vie humaine. On peut alors se demander si la médecine améliorative est susceptible de contribuer sans contradiction à l'accession de chacun au bonheur et donc à une forme de progrès moral. L'éthique des vertus naît durant la deuxième partie du XXe siècle. Elle propose une alternative aux autres types d'éthiques, essentiellement dans la mesure, et ça c'est important, où elle permet de pallier l'excès de généralité des autres types d'éthiques en prenant en compte le cas particulier. Dans la mesure également où elle accorde une place importante aux émotions. Elle n'est cependant pas une éthique nouvelle, elle tombe sur une éthique très ancienne, élaborée donc essentiellement par Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on peut parler d'une éthique antique, en fait, l'éthique des vertus, parce que Platon, les Stoïciens, peut-être même les Socratiques, ont apporté aussi leur pierre à cette éthique. Pardonnez-moi, Madame Mourcade, vous avez peut-être un problème de son, je vous entends pas bien du tout à coup. Je ne sais Alors, pas si ça vient de vous. je vais peut-être brancher des écouteurs, peut-être un micro, ça marchera peut-être mieux, j'espère. Alors, est-ce que c'est mieux là? Ah oui, c'est beaucoup mieux, merci Bon, beaucoup. voilà, j'ai branché un micro. Alors, donc, j'étais en train d'évoquer le fait que cette éthique des vertus est une éthique très largement antique, hein, donc renvoie en fait à plusieurs traditions, mais évidemment, Aristote y est vraiment sans doute la figure la plus marquante. Alors, c'est une éthique téléologique avec une visée individuelle, hein, le fait de... la visée en fait de l'éthique des vertus, c'est le bonheur, où on parle parfois de bien vivre. Et ce bonheur correspond au fait pour l'humain de forger son caractère, de développer ses capacités, de s'accomplir en tant qu'être humain rationnel. Les vertus morales sont ces états de l'âme que l'humain acquiert progressivement, volontairement. On peut donner l'exemple du courage, de la tempérance, de la justice, qui fait qu'il s'épanouit dans son environnement social, dans sa relation aux autres, en agissant de manière vertueuse. Et puis, il y a évidemment la sagesse pratique, la phronésis, qui est une capacité d'agir comme il convient dans une situation donnée et de faire en sorte que les émotions soient au service de la raison. Et cette phronésis, cette sagesse pratique fait partie des vertus intellectuelles. La question du perfectionnisme moral entretient des liens très stricts avec l'approche aristotélicienne. Il ne s'agit pas de viser un hypothétique modèle réputé parfait, mais de tendre vers sa propre perfection, à savoir son accomplissement dans un environnement donné, et en ce sens, la transformation de soi est l'apanage de cet être perfectible qu'est l'humain. Il s'agit de sculpter sa propre statue, comme nous y invite Plotin. On mesure déjà combien un tel type d'approche, dans laquelle l'amélioration de l'individu joue un rôle central, trouve intérêt à questionner l'éventuel recours aux neurotechnologies en tant qu'elles sont capables de modifier les facultés, jouent un rôle dans l'édification morale de l'individu, de contribuer à ce perfectionnement, à cet accès de l'humain aux vertus et partant à son accomplissement et à son bonheur. Deux éléments jouent un rôle central dans l'accès à la vertu, d'une part la raison, de l'autre les émotions et les désirs.
Pour Aristote, l'humain est un animal rationnel, c'est dans le développement optimal de sa différence spécifique d'avec l'animal que l'humain pourra s'accomplir. La sagesse pratique est purement rationnelle et elle se construit, elle s'édifie par le biais de l'expérience et de l'enseignement. Elle est à la fois capacité à bien délibérer, envisager les possibles dans une situation précise, à faire le choix qui convient. Elle intègre une dimension de compréhension de la situation, on peut parler de perspicacité, une capacité aussi à savoir adapter une règle générale à une situation particulière. La sagesse pratique, la phronésis, est donc un outil de calcul et d'évaluation qui permet de trouver les bons moyens pour atteindre une fin donnée. On aurait tort cependant de considérer qu'elle est neutre moralement, et ça c'est un point important, dans la mesure où cette sagesse pratique intègre la visée du bien et elle fait en sorte que les moyens choisis pour atteindre ce bien soient de bons moyens. Elle permet de faire des choix réfléchis et autonomes. Cependant, et ça aussi c'est important, elle est en lien direct avec le désir, qui seul va donner cet élan, cette tension, permettant de passer de la décision à l'action. C'est en ce sens qu'Aristote considère que la décision est un désir délibératif. Le désir va en effet être volonté orientée par la phronésis qui lui permet de se tourner vers une fin bonne, susceptible d'être atteinte par des moyens correctement choisis. Ainsi, la phronésis joue un rôle déterminant, par exemple, dans l'action courageuse. Celui qui a progressivement acquis un caractère courageux agira courageusement, non de manière automatique, mais parce que son action sera orientée par la phronésis, qui lui permettra d'être dans la juste mesure au niveau des émotions, d'éprouver selon les circonstances, qui sont toujours uniques, juste ce qu'il faut de peur pour ne basculer ni dans la témérité, ni dans la lâcheté. On mesure ici la subtile collaboration entre la raison, les désirs, les émotions dans l'action morale réussie et on aperçoit comment l'individu se forge lui-même progressivement et délibérément comme agent moral. Les neurotechnologies, à l'instar de l'éducation, mais pas de la même façon, sont susceptibles d'améliorer nos facultés intellectuelles, permettant ce que l'on désigne sous l'expression anglaise de moral enhancement, renforcement moral. On parle même dorénavant de moral bio-enhancement. L'usage des technologies, des neurotechnologies, n'entre nullement en contradiction, d'une part, avec la conception aristotélicienne de la technique. Ça a été évoqué par Nathalie Rives précédemment. Cette technique qui, selon Aristote, contribue à améliorer la nature, à la prolonger et en aucun cas à la détruire ou à la pervertir. D'autre part, avec la place importante accordée à la transformation de l'humain, au caractère acquis de la morale. En d'autres termes, le recours aux biotechnologies pourrait s'inscrire sans contradiction dans cette entreprise de progrès moral. Si on reprend les capacités liées à la phronésis, telles que les présente Aristote, bonne délibération, perspicacité, bon sens, on peut supposer que des stimulants cognitifs, comme le méthylphénidate, la ritaline, ou les amphétamines, qui ont des effets positifs sur la consolidation de la mémoire, ou encore le modafinil, qui améliore l'attention, la rapidité intellectuelle, ainsi que les techniques de stimulation cérébrale transcrânienne non invasive, permettent chez le sujet en bonne santé la résolution de problèmes complexes, la prise de décision en situation difficile. On peut également citer en ce sens le neurofeedback, particulièrement intéressant, qui permet à la personne de modifier elle-même sa propre activité cérébrale. Toutes ces technologies sont susceptibles de trouver des applications en termes d'amélioration des facultés cognitives à l'œuvre dans la délibération, la perspicacité, le bon sens, qui sont donc des composantes de la phronésis. En termes de maîtrise des émotions, les études ont montré que l'oxytocine favorise la confiance et que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine facilitent la coopération et réduisent l'agressivité. C'est le cas aussi de la stimulation cérébrale profonde, l'état émotionnel pouvant être modifié par stimulation du cortex préfrontal. Et de manière plus directement liée à la conduite morale, le neurofeedback, encore lui, permettrait d'accroître le sentiment de sympathie et la sociabilité. Enfin, il serait possible, par le biais de la manipulation génétique, de créer un chromosome conférant des dispositions pour différentes vertus morales. En ce sens, il semble possible de considérer que certaines opérations menées par l'intelligence pratique peuvent être améliorées par le recours aux neurotechnologies. Ainsi, face à une situation complexe, l'agent devra à la fois s'appuyer sur son acuité intellectuelle, sur sa perspicacité pour envisager tous les paramètres d'une situation donnée.
Il devra avoir recours à sa capacité de calcul pour envisager les possibles, les confronter. Il devra aussi éviter de laisser son raisonnement perturbé par des émotions envahissantes, comme c'est le cas dans les situations d'urgence. Dans la mesure où la délibération porte sur les moyens, une augmentation des capacités intellectuelles permettra sans aucun doute d'avoir des décideurs performants, allant à l'essentiel, trouvant des moyens rapides et efficaces pour atteindre une fin donnée. Peut-on cependant, à partir de tels éléments, considérer que les neurotechnologies sont susceptibles de contribuer à ce qui serait de l'ordre d'un progrès moral dans la visée de l'éthique des vertus, à l'accomplissement de chacun? Alors, je voudrais présenter un certain nombre d'objections. Je vais essayer de le faire rapidement. Objections qu'on peut formuler face à une telle approche. La première objection est en lien avec la raison. Si l'on s'inscrit dans le cadre de l'éthique des vertus aristotéliciennes, la raison présente un point très, très important au niveau de cette éthique des vertus. Donc, le point central de la morale elle-même, le fait qu'il convient de distinguer d'une part la recherche des moyens mis en œuvre pour atteindre une fin et la question de la fin elle-même. La raison est un outil moralement neutre qui peut être plus ou moins performant, mais la raison dans sa dimension pratique n'est pas seulement un outil performant, elle est aussi et peut-être surtout représentation de la fin, et c'est ce qui fait sa valeur à proprement parler morale. Il ne s'agit pas en effet seulement de délibérer, mais de bien délibérer. Certes, ce bien peut renvoyer à la manière de délibérer, à l'efficacité de l'opération, mais il renvoie aussi et surtout au bien moral au sens antique du terme, en l'occurrence aristotélicien du terme. Sans représentation de cette fin morale, la raison purement instrumentale pourrait en effet être mise au service d'autres fins, des fins d'autant plus destructrices que la raison à l'œuvre serait performante. Deuxième objection, cette objection est en lien avec les émotions. La question du bien moral nous conduit également à nous interroger sur ces dispositifs qui permettent d'être moins agressifs, plus sociables, plus empathiques. Ce qui semble laissé de côté lorsqu'on a recours à une régulation des émotions par le biais de dispositifs neurobiologiques, c'est d'une part la non-adaptation à une situation donnée, de l'autre la non-prise en compte de la fin visée. Si nous prenons l'exemple de la sociabilité ou de l'empathie qui pourrait être produite artificiellement par le biais de l'oxytocine ou des ISRS, on perd de vue la question de la situation dans laquelle ces émotions sont susceptibles d'être éprouvées et selon quelle intensité. De fait, il ne peut s'agir d'être sociable en général. Quelqu'un de sociable partout, toujours, en toutes circonstances, risquerait de se mettre en danger. Il en est de même de l'empathie, d'une part parce que le fait d'éprouver de l'empathie n'a pas toujours pour résultat quelque chose qui est de l'ordre de l'altruisme. On peut être empathique et utiliser l'empathie pour mieux anticiper les réactions des autres et donc mieux les manipuler. De même, les émotions éprouvées ne sont pas indépendantes de notre histoire et de notre représentation des fins. Ainsi de la colère, qu'il serait dangereux de vouloir systématiquement éliminer. Il y a en effet des situations où éprouver et manifester de la colère est morale. Je renvoie par exemple à cette juste indignation dont parle Aristote. Ainsi, au niveau individuel, le fait que les émotions soient régulées chimiquement ou par des dispositifs technologiques n'aura pas le même résultat que si ces émotions sont régulées volontairement par le biais de la raison qui fera que l'individu aura conscience de la nécessité de les réguler, les modulera en fonction des circonstances, progressera précisément parce qu'il est l'auteur de cette régulation, mettra en place cette régulation dans la durée, contribuant à construire une histoire personnelle. Enfin, et de manière liée, le fait de valoriser tel ou tel affect, jusqu'à en faire la norme de la relation à l'autre, recouvre une certaine conception du bien et du mal qui ne serait pas le résultat d'une démarche raisonnée mise en œuvre de manière adaptée par chaque individu, de manière autonome, mais le choix effectué en amont par une instance, qu'elle soit médicale ou politique, qui peut être animée des meilleures intentions du monde, mais qui entre en contradiction avec au moins une visée morale indiscutable, celle du respect de l'autonomie et donc de la liberté de chacun. Pire, la régulation artificielle des émotions pourrait constituer un moyen très efficace entre les mains d'un régime totalitaire qui utiliserait les biotechnologies pour supprimer toute forme d'indignation, toute forme de méfiance également. Troisième et dernière objection, qui est en lien avec l'argument selon lequel les biotechnologies ne sont pas foncièrement différentes de ce que ferait une éducation bien pensée et efficace. De fait, il y a bien de la différence entre viser le perfectionnement de l'humain par l'éducation et viser ce perfectionnement par les biotechnologies.
L'éducation est presque toujours l'affaire du collectif et son but est avant tout de permettre l'accès de l'individu à l'autonomie et non de lui imposer de l'extérieur des normes morales. C'est d'ailleurs cet aspect central de l'éducation, permettre l'autonomie, qui fait d'elle le seul réel facteur de progrès moral. La médecine améliorative autorisait en effet, pourquoi se priver de la possibilité de rendre le raisonnement plus performant, mais limiter sans aucun doute, notamment en ce qui concerne la modification des émotions et en renonçant à voir en elles, me semble-t-il du moins, un facteur direct de progrès moral. Voilà, je vous remercie de votre attention.